Et quand tu es débutant, ça peut te faire complètement exploser le cerveau. Et donc voilà, il y a ce double avantage de la simplicité de Ruby, de convention, d'une communauté comme ça qui est très collectif, où du coup on te donne souvent la bonne façon de faire. Et ça, pour des débutants, c'est vraiment, je pense que c'est une valeur de fou, quoi. Ouais, je trouve que c'est hyper important ce que tu viens d'expliquer là, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui se posent la même question et qui ne comprennent pas forcément le principe derrière ça. Aujourd'hui, t'as combien de personnes dans ta boîte? Enfin, des gens qui sont directement affiliés à Le Wagon. Là, en fait, nous, on n'a pas trop parlé de l'histoire de Bootstrap, mais je parlais de Londres parce que Londres, c'est un campus qu'on avait ouvert nous-mêmes. Mais nous, on s'est développé avec, au départ, un seul programme. Maintenant, je t'ai parlé des deux offres, les bootcamps, Mhm. les formats de reconversion, de montée en compétences. Mais à l'époque, on avait juste un bootcamp en développement web. Euh, et on s'est développé soit en ouvrant des campus nous-mêmes, à Londres et à Berlin, soit avec un modèle de franchise. Donc souvent, on avait des alumni. Tu vois, un alumni qui avait fait le wagon euh, à Bruxelles, qui habitait à Barcelone, qui me disait j'ai vachement envie de lancer le wagon à Barcelone. On disait ok, tu as fait le wagon, on te connaît en tant qu'étudiant, on sait qui tu es, tu veux le faire pour des bonnes raisons. Et donc là, on lui donnait accès à la plateforme, la marque, la plateforme pédagogique, les contenus, et notre réseau de profs freelance, qui est un peu partagé sur tout le réseau. Et la personne, du coup, elle créait la communauté locale et elle développait sa franchise localement. Donc ça, on a fait ça sur toute la phase de Bootstrap, sur les 6 premières années. On a ouvert des gros campus nous-mêmes, Londres et Berlin, et tout le reste, ça a été en franchise. Alors, avec une grosse contrainte, parce que quand tu ouvres une franchise, nous, on est dans un business qui est hyper sensible à la réputation. Tu vois, les reviews que les élèves écrivent, c'est très critique, hein. Surtout au départ, hein, tu n'as pas beaucoup de reviews, tu peux pas te permettre de te faire défoncer par un étudiant à Barcelone parce que tu as. J'invite les gens à aller check un petit peu au niveau des reviews. Ça, limite, je sais pas si c'est une blague, hein, mais on a limite l'impression que vous avez payé derrière. Il n'y a aucune boîte qui a ce genre de notation. C'est du grand n'importe quoi. C'est difficile de faire l'unanimité comme ça presque partout. Et là, on est sur différents continents en même temps. Donc, c'est ce on, qui montre encore l'improbabilité du truc, quoi. on a eu des détracteurs, mais c'est vrai qu'on a 16 000 alumni et je sais plus combien il y a eu de détracteurs en tout, mais c'est peut-être une trentaine sur 16 000, tu vois, donc c'est vraiment assez faible, hein. Et on connaît, enfin, avant même les reviews, ce qu'on regarde, c'est nos NPS, c'est comme ça que tu mesures ta satisfaction. NPS, ça va de moins 100 à 100 comme mesure. Tu prends le pourcentage de tes promoteurs, des gens qui te mettent 9 et 10 sur 10, moins le Ah, le pourcentage. NPS, tu parles le NPS par rapport à tes collaborateurs ou bien par rapport aux Non, élèves? par rapport à mes étudiants. Ah, d'accord. Nous, on a un NPS par cohorte, donc Mhm. c'est pas en moyenne, qui est Ok, à par 4, cohorte, ok. ouais, qui est à 80 en moyenne. Et je sais que nous, dans notre industrie des formations immersives, En moyenne, c'est c'est 50, beaucoup. non? Quand tu as 50, tu es content? Ouais, c'est ça. C'est quand t'as 50, t'es content, quoi. Et du coup, t'es plus entre 20, 40, 50, quoi. Donc, et en fait, c'est ça qui fait que derrière, t'as des alumni qui sont engagés et du coup, qui veulent give back, qui écrivent des. Et en fait, ce que les reviews qu'ils écrivent, moi, je trouve ça. Parfois, quand je veux me faire un boost de sens, tu vois, que je suis un peu. Je sais Ouais, pas, un peu dans un moment de fatigue, je vais lire un peu des reviews et c'est vrai que là, tu dis, ah ouais, en ouais, fait, quand même, ça a du c'est bien sens. ce que je fais. Tu te fais un petit ego shoot, là, ça te fait plaisir. Franchement, tu te dis, ça fait, ça, tu sais à quoi tu sers, quoi. Ça fait plaisir. Euh, je sais plus de quoi on parlait avant de parler On parlait des. du nombre de collaborateurs, Ah oui, mais tu expliquais qu'il y avait des franchises, donc voilà, les gens exactement. qui Et donc, en fait, on a très vite eu un enjeu de réputation parce que tu confies un peu les clés, entre guillemets, du magasin marquent. à un franchisé. Et du coup, il faut que tu sois sûr que son NPS, il va être à 80, qu'il va délivrer la même expérience à ses étudiants. Donc là, nous, comme on avait la plateforme pédagogique avec les contenus et le réseau de profs qu'on partageait, ça assurait quand même. Et derrière, la plateforme pédagogique nous permettait de monitorer. Tu vois, on a des real-time analytics, c'est qu'on peut monitorer la progression d'élèves en temps réel à Barcelone. Enfin, il y a plein de trucs. On peut monitorer les feedbacks que les gens ont laissés sur des profs un peu partout dans le monde. Quand tu es prof au wagon, tu as un profil et tu as tous les feedbacks de tous les élèves que tu as eus, Mhm. peu importe où tu as été enseignant. Tu peux avoir été enseignant à Tokyo, à Paris, à Londres, à Berlin. On va voir un peu tous tes feedbacks. On ne peut pas noter parce qu'on sait pas le truc, on n'est pas en mode Uber, Ouais. mais on demande des feedbacks pour que les profs s'améliorent, c'est Mhm. normal. Et ça nous a permis aussi d'avoir un contrôle sur la qualité, tu vois, et ce que tu dis, d'avoir la même qualité un peu partout dans le monde. Donc ça, je reviens à ta question du nombre de personnes parce que on a
tout le temps été un peu nombreux au wagon, mais sur un réseau de franchises. Et c'est pas du tout pareil maintenant parce qu'on a racheté des franchises. Et donc maintenant, c'est une vraie boîte. Ça a pas du tout. Et donc ça, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés par les business de franchise, quand tu passes d'une franchise à une boîte consolidée, tu n'as plus l'entrepreneuriat local que tu avais avec des franchisés qui étaient un peu des entrepreneurs locaux. C'est toute une nouvelle dynamique à créer. Mais ce qui est hyper aussi, je trouve intéressant, c'est que maintenant, on a une vision qui est beaucoup plus grosse. Mhm. Il faut embarquer les gens dans cette nouvelle vision. Mais si tu arrives à embarquer tes nouveaux managers, c'est bah, en fait, comme on est tous ensemble maintenant, un seul groupe, et bah, on va pouvoir lancer plein de nouveaux programmes. Alors qu'avant, je donne l'exemple du en ligne. Si tu lances nous, on lance des formats en ligne. Mais en fait, en ligne, quand je fais le bootcamp en ligne du wagon, bah, je peux le faire n'importe où en Europe, tant que je suis sur la bonne time zone. Ouais. Donc, en fait, on s'en fout que je sois à Barcelone, à Paris ou à Londres. Ouais. Euh, et, donc, et donc là, quand on était en franchise, par exemple, on n'aurait pas pu continuer à faire du en ligne en franchise parce que chacun se serait mis à vouloir défendre son territoire ou des choses comme ça. Donc, et je te donne l'exemple du en ligne, mais on lance un nouveau programme, la nouvelle offre avec Émile, une Mhm. formation courte. Ouais. Tu peux avoir des franchisés qui disent bah non, en fait, j'ai pas envie. Moi, j'ai une bonne expérience utilisateur. J'ai un business qui tourne. J'ai pas envie de lancer la nouvelle offre de formation. Donc, tu vois, tu peux arriver dans ce problème de la franchise, c'est que Complet, ouais. ouais, tu peux pas porter une vision plus grosse parce qu'en fait, ça dépend plus de ce que chacun veut faire. Donc, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on a levé de l'argent il y a 2 ans. On a dit bah ok, c'est la fin de la première ère du wagon. Je parlais de l'ère des gypsy codeurs. Enfin, on a lancé plein de villes et tout Bootstrap, ça. Voilà, un peu à l'arrache, avec un mix de franchises de villes en propre, en étant très authentique dans ce qu'on faisait. Maintenant, on arrive à ce stade où il y a certains franchisés qui font ça depuis 4 ans, qui commencent à fatiguer. Il y en a qui veulent pas lancer de nouvelles offres. Il y en a voilà, qui ont mis aussi quelqu'un aux manettes, aux opérations et qui sont plus du tout impliqués. Donc, on arrivait un peu à tu vois, ce plafond de la franchise qui faisait qu'on avait besoin de passer à une autre échelle. Et on a commencé du coup à consolider après la levée de fonds il y a 2 ans. Et donc, pour revenir à aujourd'hui, là, on est 200 dans la boîte, mais 200 du coup employés. Alors qu'avant, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, on était peut-être 30 employés et 100 franchises, et tu vois, 100 personnes en franchise. C'était un peu un équilibre différent. Et du coup, il y a deux alternatives. Soit tu te fais racheter, soit tu sors du réseau le wagon. Non, tu sors pas du réseau, on a encore quelques villes qui sont en franchise. Ok. En fait, nous, C'est pas radical. on n'est pas Goldman Sachs, tu vois, c'est pas, non. En fait, c'est juste une discussion. T'avais plein de franchisés, c'était le bon moment pour eux. Il y en a d'autres qui ont eu envie de rejoindre un plus gros groupe avec plus d'ambition. Parce que quand tu es dans ta franchise, finalement, par exemple, on a deux super entrepreneurs, Sébastien et Mathieu, en Amérique latine, qui ont monté le wagon en Amérique latine. Donc, super belle. C'est un peu une master franchise. Mais ils ont monté à Mexico, à Buenos Aires, au Chili. Ils ont 2 campus au Brésil, à São Paulo, à Rio. Donc, tu vois, une super histoire, une aventure entrepreneuriale. Mais à un moment, ils font leur business dans leur coin. Ils aimeraient bien lancer des nouveaux produits qu'on a. Tu vois, il y a un moment, il y a eu l'envie, tu vois, de rejoindre le groupe et un gros projet. Donc, tu as des histoires comme ça. Après, tu as d'autres franchisés qui vont dire, bah voilà, moi, j'ai développé le wagon à Barcelone. C'était une belle histoire. Bah, qui sont contents de prendre un chèque tu vois, je parle de façon assez transparente, mais c'est ça, ils sont contents de passer à autre chose et c'est très bien, tu vois. C'est qu'ils arrivaient aussi à la fin de leur cycle et donc en fait, ça s'est fait vachement au cas par cas selon les profils parce que nous, de toute façon, c'est toujours pareil, tu veux pas mais que tu achètes une franchise ou que tu achètes n'importe quelle boîte quand tu fais du M&A, tu veux acheter des gens motivés, quoi. Tu veux pas acheter des gens Vraiment, qui bah ouais, tu vas pas ça sert à tu vas pas acheter un sinon truc ça qui marche. vaut rien, quoi. Bah ouais, exactement, ça marche pas. Donc ça a été à chaque fois des discussions un peu au cas par cas. Clairement. Du coup, comment est-ce que ça se passe pour quelqu'un justement qui veut lancer, peut-être moi, je suis d'origine camerounaise, demain j'ai envie de lancer une franchise du wagon au Cameroun et est-ce que je dois déjà faire mes preuves sur le terrain avant de venir vers vous pour vous montrer ce que j'ai déjà comme étudiant ou alors je peux anticiper pendant ma formation et dire, mec, regarde, on a une grosse communauté qui veut se former sur ces nouveaux métiers, ils sont hyper jeunes et comment est-ce que ça se passe? Ouais. Bah, je peux te répondre en fait, il y a ce qu'on faisait historiquement, mais comme on n'est plus un réseau de franchise Ah ouais, depuis, justement. donc c'est vrai qu'on a un peu changé d'approche. Maintenant, on a plein tu vois, de nouveaux programmes en data analyse, la verticale de format court. Donc nous, notre priorité, c'est vraiment
délivrer dans notre vision, qui est d'avoir un maximum d'impact pour aider les gens tout au long de leur carrière, avec une offre de cours qui grandit et qui est proposée partout dans nos campus ou en ligne. Donc ça, c'est notre feuille de route. Donc c'est vrai que dans cette feuille de route-là, on n'a plus trop de focus sur des ouvertures en franchise pour l'instant, parce Mhm. qu'en fait, ça prend de la bande passante. Euh, Ce qu'on fait plus, c'est qu'on, par exemple, en Afrique, on a fait un partenariat avec le plus gros groupe d'éducation privée africain qui s'appelle Honoris United University. C'est pas Mhm. une marque très connue parce que les groupes d'écoles, tu vois, un des plus gros groupes d'écoles au monde s'appelle Galileo. Ils viennent d'acheter EM Lyon. Ah C'est ouais. quand même, tu vois, et personne ne les connaît, quoi. Enfin, je veux dire, dans le grand public. Mhm. Dans le milieu de l'éducation, tout le monde les connaît. Mais tu vois, je crois que quelqu'un dans la rue, c'est quoi Galileo, il sait pas ce que c'est. Alors qu'ils ont, je sais pas, les cours Florent, enfin, ils ont plein de trucs, quoi. C'est énorme, hein, comme groupe. Euh, donc nous en Afrique, c'est un peu un équivalent qui s'appelle Honoris. Ils ont beaucoup d'éducateurs, ils ont beaucoup de grosses universités en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, euh, dans d'autres pays, au Sénégal aussi, dans plein de pays. Et eux, c'est avec eux qu'on a fait un partenariat pour qu'ils distribuent le wagon en Afrique. Parce que le truc du wagon en Afrique, c'est que tu dois être à des niveaux de prix différents, parce que si tu peux pas vendre le prix, enfin vendre le wagon au prix qu'il est à Ça coûte Paris, parce que combien pour, à Paris, j'ai- je pense qu'en Europe, c'est je, sensiblement le même prix. c'est autour de 7 000 € ouais, la formation, pour 400 heures de formation. Mhm. Et en Afrique, ça va dépendre des campus. Mais du coup, tu trouves des financements locaux, tu as un prix qui est différent. Enfin, il faut vraiment connaître le marché, quoi. Tu peux Mhm. pas. Et donc, et chaque Et marché aussi. je Et pense chaque qu'il marché africain est différent, tu vois. Et y a donc, des similitudes avec l'Amérique du Sud aussi, non? Je pense que c'est éclaté. Comment est-ce que c'est les mêmes prix aussi ou en fait, il y a des similitudes, mais pour moi, l'Amérique latine est un peu plus uniforme comme marché. Alors, l'Amérique latine, tu as deux choses. Tu as le Brésil, c'est 50% du marché. Ensuite, tu as 25%, c'est Mexico. Et, enfin, le Mexique. Et ensuite, tu as ouais, 25%, c'est l'Amérique hispanophone, donc c'est tout le reste. Donc, c'est vraiment c'est pareil comme ça. Et donc, le Brésil, c'est une exception parce que c'est presque la moitié du marché et c'est portugais brésilien, la langue. Donc, effectivement, il y a les gens sont habitués à payer en extra différé des tout petits montants pendant 24 mois, tu vois. Donc, il y a aussi en termes de financement de l'éducation, il y a un truc qui est particulier. mhm. Euh, mais une fois que tu as le Brésil et on va dire l'Amérique hispanophone, c'est des gros ensembles. Alors que je peux pas bien te parler du marché africain parce que c'est pour ça qu'on est passé avec Honoris, c'est parce que eux ils ont des écoles, ils ont des gens qui connaissent les certifications, enfin, qui connaissent vraiment chaque marché. Mais selon moi, ce que je comprends quand même du truc, c'est que c'est pas du tout le même game en Afrique du Sud ou en Tunisie ou au Sénégal. Enfin, c'est quand même à chaque fois quelque chose d'assez différent. J'ai l'impression que c'est des stratégies un petit peu différentes. Yes. Alors que j'ai l'impression que c'est plus proche, notre stratégie entre tu vois, le Chili et l'Argentine. J'ai l'impression que c'est un poil plus similaire Et là, peut-être. c'est les mêmes prix aussi qu'en Europe. Non, en Amérique latine, c'est pas le même prix. Ok. Euh, En fait, ça dépend de tes. Quand tu fais du présentiel, tu as quand même tes coûts de campus, tes coûts de prof, hein, qui sont pas les mêmes selon là où tu es. Donc, Et